Chapitre 33. Le haut gradé ne choisit pas la logique, il choisit la vengeance. Pas une vengeance réfléchie, ni une stratégie froide. Un geste brutal, rapide, visible, le genre de décision qui donne l'impression de reprendre le contrôle, même quand ce contrôle n'est qu'un mirage. Dans le poste, la panique avait pris une forme administrative. Des portes claquaient, des téléphones sonnaient, et les visages fatigués cherchaient encore quelqu'un à croire. Le haut gradé entra dans la salle de coordination avec les yeux rouges et le corps tendu. Il avait perdu trop de monde pour entendre les prudences des autres. Chaque conseil ressemblait à une faiblesse. Il voulait une arrestation avant la fin de la journée. Un homme fut désigné trop vite. Une personne d'intérêt déjà fragile, déjà connue des services, assez proche de certains déplacements pour paraître utile, mais pas assez liée aux preuves pour être coupable. L'opération fut montée pour faire du bruit, pas pour comprendre. Des véhicules partirent en file. Une porte fut enfoncée devant des voisins qui filmaient. Un homme fut plaqué au sol, menotté, puis avalé par les gyrophares et les cris. Arrestation majeure, personne d'intérêt interceptée, perquisition musclée, message de fermeté. Le haut gradé voulait frapper le narrateur, mais il ne frappa que l'image et le besoin collectif de croire que quelqu'un tenait encore la barre. Et surtout, il oublia la seule règle qui comptait. Respecter les règles ou payer. Yvon l'apprit par son contact, dont la voix sonnait comme une prière brisée. L'homme lui expliqua que le haut gradé venait de perdre le contrôle, qu'il avait fait arrêter quelqu'un avec presque rien, et qu'il voulait forcer une confession avant que la province comprenne le vide du dossier. Yvon ferma les yeux une seconde. Il savait déjà ce qui venait. Pas parce qu'il voyait l'avenir, mais parce qu'il connaissait maintenant la méthode. Le narrateur ne courait jamais après les erreurs. Il les attendait, les laissait pousser, puis les utilisait. Et la colère, surtout quand elle vient du pouvoir, brille comme un phare dans la nuit. Poutine resta près de lui, debout devant la fenêtre. Dehors, Montréal avait une lumière presque belle. Le monde pouvait encore être beau pendant qu'un système préparait une faute. Le téléphone personnel du haut gradé vibra dans sa main. Il décrocha en reconnaissant déjà l'absence de numéro. La voix revint, calme, polie, presque courtoise. Elle le salua, puis dit qu'elle avait vu l'arrestation. Après un silence, elle ajouta que c'était exactement ce qu'elle attendait. Le haut gradé hurla. Il parla de justice, de responsabilité et de protection publique. Il criait qu'il faisait ce qu'un chef devait faire, qu'il reprenait la ville et qu'il empêchait d'autres morts. Il croyait encore parler comme un policier, mais il parlait comme un homme brisé. La voix ne le corrigea même pas. Elle attendit que sa rage se vide, puis répondit avec une cruauté presque pédagogique. Elle lui expliqua que la colère fait partie des 7 péchés capitaux. Les gens aiment croire qu'elle est noble, parce qu'elle ressemble au courage quand on la regarde de loin. Mais de près, la colère n'est qu'un feu qui brûle la vérité, les règles, les témoins, les preuves, et parfois même ceux qu'on prétend protéger. Puis elle posa la sanction. Elle ne serait pas lente, et elle ne serait pas uniforme non plus. Il y aurait 2 morts et 2 vies détruites. 4 conséquences, parce que sa décision venait de toucher 4 lignes différentes du même mensonge. Le haut gradé demanda pourquoi encore des gens autour de lui. La voix répondit qu'il ne comprenait toujours pas ce qu'il était. Il croyait que sa famille et ses proches vivaient à côté du système, alors qu'il vivait dedans. Pas tous de la même façon, mais assez près du pouvoir pour en avoir accepté la chaleur. Elle parla d'un cousin qui avait intimidé un témoin après une affaire de violence dans un bar. Elle parla d'une ancienne belle-sœur qui avait utilisé un accès administratif pour transmettre des informations privées sur une femme qui voulait témoigner. Elle parla d'un ami de famille enrichi par un contrat public obtenu après des pressions discrètes. Elle parla d'un neveu adulte qui avait construit un faux alibi pour protéger un homme dangereux. Ce n'était pas magique. C'était humain, social et profondément ordinaire. La voix demanda alors s'il voulait continuer sur la voie de la colère. Ce n'était pas un avertissement, mais une invitation au massacre. La colère n'écoute jamais. Elle frappe, et chaque coup donne une page de plus. Puis la ligne coupa. Quelques minutes plus tard, le service d'urgence explosa, pas comme une catastrophe désordonnée, mais comme une séquence.
Un premier appel signala une sortie de route près d'un boisé. Le cousin qui avait intimidé un témoin fut retrouvé trop tard, son téléphone posé sur le siège passager, ouvert sur une vieille déclaration jamais signée. Un deuxième appel mena vers une maison silencieuse où le neveu adulte fut découvert mort dans un garage fermé. Sur l'établi, une copie de l'alibi fabriqué l'attendait, annotée comme une preuve rendue à son propriétaire. Les deux autres ne moururent pas, mais elles ne furent pas épargnées. L'ancienne belle-sœur fut arrêtée devant son lieu de travail. Les accès illégaux, les messages transmis et le nom de la femme qu'elle avait mise en danger sortirent en bloc. Sa carrière, sa famille et son refuge social tombèrent avant même qu'elle ait le temps de nier. L'ami de famille reçut son jugement en direct. Les documents du contrat truqué furent transmis aux médias, aux enquêteurs et à ses associés. En moins d'une heure, son entreprise fut gelée, ses partenaires le lâchèrent, et sa famille découvrit qu'elle vivait depuis des années sur de l'argent sale. 4 conséquences venaient de tomber. 2 personnes étaient mortes, et 2 autres restaient debout avec une vie désormais impossible à habiter. Sur les scènes, les carrés noirs portaient 4 mots, colère, faux alibi, surveillance et profit. Et sur le message envoyé au haut gradé, une seule phrase disait qu'il avait choisi. Le haut gradé ne pleura pas. Il se vida. Comme si on venait de lui retirer le droit même d'exister dans son propre corps. Il n'était plus une autorité, ni une menace, ni un chef. Il devenait une preuve vivante que la colère ne protège rien. Elle amplifie seulement la destruction. Yvon reçut les informations par fragments. 2 morts, 2 chutes publiques. 4 fautes différentes. 4 liens sales avec le même cercle de pouvoir. Il sentit son cœur se durcir. Le narrateur venait de démontrer quelque chose de pire qu'une simple menace. Il n'avait pas besoin que Yvon se trompe. Il lui suffisait que la police perde le contrôle d'elle-même. Une émotion devenait une arme et l'institution fournissait la main qui la tenait. Poutine fixa Yvon, immobile, comme s'il posait la question sans mots. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Yvon resta longtemps sans répondre. La lumière claire continuait d'entrer dans le bureau, trop douce pour ce genre de journée. Puis il comprit. Ce n'était plus seulement une enquête contre un tueur. C'était une course contre l'effondrement d'un système entier. Parce que le narrateur ne se battait pas contre la police. Il se battait avec elle, il s'en servait comme carburant. Et au Québec, le carburant commençait dangereusement à manquer.